Ce que vous voyez là, c'est un fichier PDF. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour détruire la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On est le 23 mars 2022. Et assis à un bureau, il y a un homme. Un homme qu'on va appeler Marc. Veuillez excuser son manque d'expression, c'est moi qui l'ai modélisé et je suis pas très doué pour ça. Marc passe une journée assez banale quand il reçoit une offre d'emploi sur son compte LinkedIn. Alors il se trouve qu'il a déjà un emploi. Il est ingénieur informatique pour une société vietnamienne spécialisée dans le jeu vidéo. Mais il va quand même, par simple curiosité, regarder cette offre d'emploi. Une offre d'emploi qui lui promet un poste extrêmement bien payé. Alors forcément, il est intrigué par cette offre. Et ça tombe bien, parce qu'accompagné de cette dernière, il y a un fichier PDF contenant toutes les informations nécessaires. C'est bien foutu. Alors Marc va le télécharger et l'ouvrir. Il ne le sait pas encore, mais il vient de détruire la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes en un seul clic. Mais vous voyez, à mon humble avis, ce simple clic n'est en réalité que l'étincelle qui vient faire exploser ce qu'on pourrait concevoir comme une bombe à retardement qui était vouée à exploser. Une bombe qui pourtant a été accueillie les bras ouverts par les gens qui vont directement se trouver dans l'épicentre de son explosion. Et cette bombe, c'est le jeu que la société de Marc a créé. On va revenir quelques années en arrière, à une période, comment dire, difficile à oublier. Nous sommes en guerre. We will be suspending all travel from Europe. El estado de alarma afecta a todo el territorio español. Confinement. Confinement. Lockdown. Lockdown. Les gens sont régulièrement enfermés chez eux depuis 2020. Et bien que pour certains ça ne change pas grand chose à leur habitude de vie, pour d'autres c'est une véritable catastrophe. Les restaurateurs sont obligés de fermer, pareil pour les salles de spectacle et les cinémas. Les usines fonctionnent à effectif réduit en installant des mesures sanitaires et certaines vont tout simplement fermer. Partout dans le monde les hôpitaux sont débordés et les licenciements s'enchaînent. Aux Philippines, par exemple, c'est un véritable enfer. Beaucoup de gens se retrouvent sans emploi et n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Et même ceux qui arrivent à travailler ont vu leurs revenus drastiquement diminuer. Regardez, c'est le cas de Lolo et Lola, un couple qui possède une épicerie dans la ville de Cabanatuan. Depuis le confinement, leur revenu a été divisé par 20. Ils gagnent 150 pesos par jour, environ 2,30 €. Et dans tout ce ralentissement, cette mise à l'arrêt du monde, il y a quelque chose d'étrange qui va émerger, les NFT. Pour résumer vraiment à l'essentiel, un NFT c'est un acte de propriété. Moi je pensais à la base que le NFT c'était des images. Mais le NFT ce n'est pas l'objet en soi, c'est le fait de posséder l'objet. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des NFT d'images, de vidéos ou même de morceaux d'appartements dans le monde réel. Et quand on parle de NFT, il y a généralement deux camps qui se forment. D'un côté, les gens qui trouvent ça révolutionnaire et qui considèrent que c'est un moyen futuriste d'indiquer ses possessions, et de l'autre, ceux qui n'y voient absolument aucun intérêt. Mais manifestement, en 2021, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient ça intéressant. Du moins, en 2021, il y avait suffisamment de gens qui s'y intéressaient pour qu'on commence à en parler en dehors des médias spécialisés. On pouvait voir des arnaques où les créateurs de projets faisaient d'immenses promesses avant de se barrer avec tout le capital, des spéculateurs qui achetaient des images en espérant pouvoir les revendre plus cher, ou encore des projets permettant d'avoir accès à des soirées ou des événements exclusifs. Et parmi la tonne de projets différents, il y avait aussi des projets de jeux vidéo. Et le jeu vidéo c'est très particulier parce que là où un jeu est soit payant, soit free-to-play, dans le monde des NFT on parle souvent de play to earn. En jouant, vous allez générer des ressources que vous allez pouvoir vendre contre du véritable argent. Vous jouez pour recevoir. Et bien avant la hype générale des NFT en 2021, il y a une boîte qui déjà en 2018 va créer son propre jeu Play to Earn, une boîte vietnamienne, la boîte dans laquelle travaille Marc. Leur jeu s'appelle Axie Infinity. Et pour vous le présenter, je vais pouvoir utiliser le partenaire de cette vidéo parce que cette vidéo est financée par Red Magic et leur nouveau téléphone, le Red Magic 11 Pro. C'est concrètement une machine de guerre. Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran 144 Hz, water cooling intégré dans le téléphone. Regardez là, vous voyez, ça bouge. Et bien ça, c'est le liquide de refroidissement. Et avec cette bête, on va pouvoir lancer Axie Infinity sans aucun problème. Le jeu est très simple à comprendre. Vous avez 3 monstres qu'on appelle des Axes et vous devez les faire combattre au tour par tour en utilisant des cartes pour activer leurs attaques. C'est pas très compliqué, mais c'est pas très bien non plus. On dirait une contrefaçon du jeu Slay the Spire qui était sorti quelques mois plus tôt, qui est bien plus intéressant qu'Axie Infinity
et qu'on peut aussi lancer sur le Red Magic 11 Pro sans aucun problème. On a un confort de jeu optimal. Le téléphone ne chauffe pas, même après des longues sessions de jeu. D'ailleurs, vous pouvez aussi jouer jusqu'à 7 heures d'affilée sans problème grâce à la batterie de 7500 mAh. Il y a aussi une charge sans fil avec laquelle il passe de 0 à 100% de batterie en seulement 68 minutes. Il y a un écran AMOLED, il est résistant à l'eau IPX8. Bref, si vous avez pour habitude de jouer sur votre téléphone, le Red Magic 11 Pro c'est vraiment la bête ultime pour une expérience de jeu optimale. Et en plus, l'avantage que vous aurez par rapport à moi, c'est que vous n'aurez pas à jouer à Axie Infinity et vous pourrez directement lancer vos jeux préférés. Vous pouvez le précommander dès le 13 novembre en réservant votre place pour 1 €, ce qui vous donnera 30 € de réduction pour les préventes qui auront lieu le 18 novembre. Et dès le 19 novembre, un jour plus tard, il sera disponible pour tout le monde, en France, en Belgique, en Suisse et globalement un peu partout dans 3 coloris différents. Moi j'ai le Sub-Zero, mais il existe aussi 2 autres versions. Si vous désirez vous le procurer, le lien est disponible en description et en commentaire épinglé. Voilà, et maintenant qu'on a vu comment fonctionne Axie Infinity et comment c'est ennuyant, on va pouvoir parler de son intérêt principal. Dans Axie Infinity, vous avez l'occasion de vous faire de l'argent. En simplifiant vraiment pour aller à l'essentiel, en jouant, vous allez récupérer différentes monnaies, différents jetons. Vous pouvez convertir en crypto-monnaie et puis en argent physique. Dit comme ça, c'est sympa. Ou alors, si vous êtes un peu méfiant, c'est suspect. Pourtant, ça fonctionne bel et bien. Et petit à petit, des dizaines, des centaines de milliers de joueurs vont commencer à jouer à Axie Infinity. Sauf qu'il y a un détail que je vous ai pas encore dévoilé, c'est que le jeu ne vous donne pas les monstres nécessaires pour jouer. Vous devez les acheter. Il existe une immense marketplace dans laquelle vous pouvez acheter des Axies et bien évidemment, plus il est fort, plus il vaut cher. Au début du jeu, c'est assez abordable. Pour 20 $, vous pouvez avoir votre équipe et commencer à jouer. Mais plus le nombre de joueurs augmente, moins il y a d'Axies disponibles sur le marché et plus les prix s'envolent. On a donc de plus en plus de personnes qui veulent jouer au jeu, pas parce qu'il est particulièrement bon, mais parce que les différentes monnaies récupérables dans le jeu se vendent super bien. Les gens qui jouent à Axie Infinity, ils se font réellement de l'argent. À tel point qu'en jouant 8 heures par jour, 7 jours sur 7, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous pouvez atteindre 2400 $ par mois. Ce qui est très sympa comme salaire pour jouer à un jeu vidéo. Mais 2400 $, pour quelqu'un qui habite dans un pays où le salaire moyen c'est 50, 100, 200 $, c'est plus que très sympa. 2400 $, ça change la vie. Et dès 2020, quand les premiers confinements mettent au chômage des millions de personnes dans le monde, pour certains, Axie Infinity apparaît comme un miracle. Et il y a notamment un pays où Axie Infinity va briser tous les records, les Philippines. Les retraités, les adultes au chômage, les étudiants, les enfants et même les adultes dont le métier ne leur permet plus de vivre, comme par exemple Lolo et Lola. En 2021, c'est pas 1 million de Philippins qui jouent à Axie Infinity, c'est 1 million qui y jouent tous les jours. 35% des joueurs viennent des Philippines. Ce qui reste, ma foi, un pourcentage moins important que le nombre de personnes pas abonnées à la chaîne qui regardent cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Abonnez-vous bien sûr, c'est ça le message. Mais du coup, avec cet engouement de joueurs philippins qui arrivent, les Axies les moins chers sont passés à 300 $. Ce qui fait que le ticket d'entrée pour accéder à cet Eldorado de l'argent facile coûte environ 900 $. Et 900 $ aux Philippines, c'est 3 fois le salaire minimum du pays. Beaucoup de gens viennent de perdre leur emploi. Certains ont à peine de quoi survivre, donc il n'y a pas beaucoup de Philippins qui ont 3 mois de SMIC à claquer dans un jeu en ligne. Et c'est à ce moment-là de la vidéo qu'on va commencer à voir que l'humain n'a aucune limite quand il s'agit de trouver un moyen d'exploiter les gens qui sont prêts à tout pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent. Parce que c'est maintenant qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle un système pyramidal. Les gens les plus fortunés vont acheter des dizaines d'Axies et ils vont les mettre en location pour les gens qui n'ont pas l'argent nécessaire pour eux-mêmes avoir une équipe. Les propriétaires d'Axies, on les appelle les managers, et leur système pyramidal, eux, ils appellent ça des scholarships. C'était étonnamment simple comme système. Il suffisait de créer un compte, y déposer 3 Axies et le connecter au jeu. Le manager avait la main sur toute la partie crypto-monnaie et la personne à qui il donnait l'accès au jeu n'avait que accès à la partie jeu. Impossible pour lui de voler les jetons qu'il génère avec le jeu ou de voler les Axies sur le compte. Et ce pattern-là est tellement simple que certains managers vont acheter des dizaines d'Axies pour faire des dizaines de comptes qu'ils vont louer à des gens qui sont désespérés de trouver une source de revenus. Et tout ce que demande le manager en échange, c'est une partie des bénéfices. Simple, efficace. Peut-être un peu trop simple même. Il y a moyen de le complexifier un peu plus. Certains managers vont louer plusieurs équipes à une seule et même personne qui elle-même va sous-louer à plusieurs autres personnes, ce qui va réduire d'étage en étage le revenu de chaque joueur. Ce qui fait que si tu as ta propre équipe parce que tu es assez riche ou alors parce que tu l'as acheté avant que ça devienne hors de prix,
eh bien tu peux farmer 8 heures par jour ou déléguer le farm à d'autres joueurs et t'en sortir avec environ 2000 $ par mois. Par contre, si vous avez le malheur d'être pauvre, vous vous retrouvez en bas de la pyramide à manger les miettes, parce que c'est loin d'être du 50-50. Il y a tellement de gens qui considèrent que jouer à Axie Infinity c'est mieux que de ne pas avoir de travail du tout, que même pour 10% des revenus, ils sont prêts à farmer 8 heures par jour. Ce qui fait que la majorité des joueurs philippins sur le jeu se retrouvent à jouer 8 heures par jour, 7 jours sur 7, pour environ 200 $ par mois. Ce qui est plus que rien, mais toujours moins que le SMIC. Et pour couronner tout ça, bien sûr, il n'y a aucun contrat de travail, vu que techniquement, c'est pas du travail. Donc à tout moment, si tu es en bas de l'échelle, que tu as farmé pendant une semaine ou alors un mois entier, et que ton manager refuse de te payer, c'est tant pis pour toi. Tu dégages et le manager il s'en fout parce que de toute façon, il y aura quelqu'un pour prendre ta place. Et ce système pyramidal, il est tellement simple qu'on va le retrouver en dehors de l'échelle individuelle. Regardez, ça c'est hyper intéressant. Toujours aux Philippines, il y a des salles d'arcade qui louent leur PC aux joueurs d'Axie Infinity contre la monnaie du jeu. Pire que ça, il y a des villes où certains commerces se font payer avec la monnaie du jeu. C'est le cas de Cabanatuan, une ville de presque 300 000 habitants, l'équivalent de Nantes, Montpellier ou encore Strasbourg. Un jeton de jeu de crypto-monnaie est en train de devenir une alternative à l'économie nationale. Le jeu génère tellement d'argent au sein de la population philippine que le ministère des Finances va se réveiller et vouloir mettre en place des lois pour taxer le revenu des joueurs d'Axie Infinity. Car là, ça commence à faire un certain manque à gagner pour le gouvernement qui, contrairement aux réels emplois, ne perçoit rien quand quelqu'un se fait 2000 $ en jouant au jeu. Donc là, pour résumer, on est en 2021. Les gens les plus pauvres se font à peine de quoi subvenir à leurs besoins. Les gens les plus riches s'achètent des maisons avec l'argent du jeu. Les développeurs touchent un petit pourcentage de chaque transaction effectuée, ce qui est extrêmement lucratif. Et le gouvernement tente désespérément de récupérer une part du gâteau. Mais on n'oublie pas qu'il y a Mark qui va déclencher une catastrophe dans quelques mois et qu'avec tout ce que je vous ai raconté sur le jeu et son implémentation dans l'économie locale de certaines villes des Philippines, je ne vous ai pas vraiment parlé d'un élément qui est pourtant essentiel. La boîte derrière le jeu. Alors, c'est l'histoire d'un développeur, d'un joueur d'e-sport et d'un évangéliste qui rentre dans un bar. Ok. Dit comme ça, on dirait le début d'une mauvaise blague. Et pourtant, on a Chung Wen, développeur vietnamien, Alexander Leonard Larsen, ancien joueur norvégien de Dota 2, et Jeffrey Zirlin, évangéliste américain, mais surtout gros joueur de jeu basé sur les crypto-monnaies. On a le développeur, le responsable marketing et le community manager, tous sous la bannière de leur toute nouvelle entreprise, Sky Mavis. Ils ont une idée en tête: créer un jeu basé sur la crypto-monnaie. Et pour ça, ils vont se baser sur un jeu auquel ils adorent jouer, CryptoKitties, un jeu où tu dois collectionner et élever des chatons. Petit à petit, le projet il va prendre forme, l'équipe s'agrandit, les gens curieux suivent le projet et en 2018, Axie Infinity va se lancer. Au départ, chaque Axie est vendu par les développeurs pour financer le projet. La petite communauté de joueurs peut alors collectionner les Axies, les revendre sur le marché des NFT et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Mais s'il y a déjà en 2018 une petite communauté, c'est parce que Sky Mavis promet que dans le futur, on pourra faire plein d'autres choses avec les Axies. Les premières mécaniques de combat vont apparaître. Et on va même pouvoir faire reproduire les Axies pour en avoir de nouveaux. Pour ça, on va devoir récupérer la monnaie du jeu et la dépenser pour créer un nouvel Axie. La communauté grandit, les gens semblent apprécier le jeu et surtout pouvoir créer des Axies qu'on peut mettre en vente, ça intéresse énormément de monde. Mais il y a un problème qui ralentit fortement la croissance d'Axie Infinity et la perspective d'avenir qu'ont les joueurs vis-à-vis du jeu, ce sont les frais de transaction. Tout Axie Infinity repose sur l'Ethereum. L'Ethereum, c'est une crypto-monnaie et on peut visualiser tout le système comme une gigantesque autoroute. Chaque voiture, c'est une transaction, un échange, une vente, un achat. Et pour que votre voiture puisse circuler sur l'autoroute pour arriver à destination, elle doit être validée. C'est pourquoi sur l'autoroute, il y a des péages. Au péage, votre requête, elle est vérifiée et validée par ce qu'on appelle des validateurs. Les validateurs, ce sont des gens, des entreprises qui ont accepté de prendre ce rôle en échange d'une rémunération. Une rémunération payée par chaque voiture. C'est ce qu'on va appeler dans le milieu de la crypto-monnaie les gas fees. Alors bien évidemment, les validateurs ne valident pas les contrats manuellement. Ils ont des programmes qui peuvent en valider des dizaines de milliers sans problème. Voilà, sans rentrer dans les détails, parce que sinon la vidéo ferait 2 heures, voici une vision globale de cette autoroute. Et les joueurs d'Axies, à chaque fois qu'ils achètent ou vendent leurs Axies, ils prennent l'autoroute en voiture. Et cette autoroute sur laquelle se basent toutes les transactions Ethereum va être un frein pour le développement du jeu pour 2 raisons. Premièrement, le trafic. Plus il y a de gens qui utilisent l'autoroute, plus elle est lente. Un véritable bouchon comme devant un vrai péage. Et deuxièmement, ce sont les frais qui vont augmenter en fonction du trafic. Plus il y a de monde qui transactionne sur Ethereum, plus c'est cher
et moins c'est rapide. Donc quand vous vous retrouvez à vendre un Axis de 50 $, mais que les frais de transaction c'est 100 $, bah ça vaut pas le coup. Et c'est pourquoi SkyMaviz va construire en 2021 sa propre route en parallèle de l'autoroute. Une route spécialement conçue pour les joueurs d'Axie Infinity. Ce qui va réduire le trafic, réduire les frais de transaction vu que la petite route est moins chère à entretenir, et en parallèle, SkyMaviz va aussi réduire le nombre de validateurs. Et pour être sûr qu'aucune transaction frauduleuse ne soit approuvée, chaque transaction doit être validée par la majorité des validateurs. Grâce à cette route, les chiffres d'Axie Infinity vont briser tous les records. Avec des frais de transaction quasiment nuls, ça devient beaucoup plus rentable de jouer. Et on peut voir ce fonctionnement comme étant un pays étranger. La route d'Axie Infinity, que SkyMaviz va baptiser Ronin, dispose de sa propre monnaie locale, le Wrapped Ether. Le Wrapped Ether. Si vous voulez acheter des Axis ou les différents jetons du jeu que sont les SLP et les AXS, vous devez d'abord posséder du Wrapped Ether. Comme quand vous allez dans un pays étranger, vous échangez votre monnaie contre la monnaie locale. Et de son côté, la borne va stocker les différentes sommes que vous lui donnez pour pouvoir faire la transaction dans le sens inverse. Donner du dollar, de l'euro ou de l'Ethereum à des personnes qui souhaitent quitter la route de SkyMaviz. Donc une fois que vous avez joué et accumulé suffisamment de ressources, vous vendez les jetons que vous voulez vendre et vous pouvez alors repasser par la borne d'échange officielle du pays pour pouvoir troquer vos Wrapped Ether contre une monnaie plus utile. Et la seule raison qui fait que la borne est capable de vous donner plus que ce que vous avez déposé à la base, c'est parce que vous n'êtes pas la seule personne à être entrée sur la route de SkyMaviz. La borne utilise les fonds d'autres joueurs pour vous permettre de repartir avec du gain. Si l'argent stocké dans cette borne, dans ce qu'on peut voir comme une espèce de banque, se fait dérober, eh bien la banque sera incapable de vous redonner vos véritables Ethereum. Donc littéralement, ce que fait SkyMaviz, c'est l'équivalent de créer un pays avec une monnaie locale, une banque locale, un service d'échange de devises et un parc d'attractions géant. Et avec ce système, des centaines de milliers de joueurs vont se jeter sur le marché pour acheter leur Axis. Au total, ce sont 3 millions de personnes qui se connectent tous les jours à Axie Infinity, et sur ces 3 millions, 50% d'entre elles sont affiliées à un système pyramidal. Certains Axis sont mis en vente à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et en 2021, c'est plus de 4 milliards de dollars de valeur d'échange entre les joueurs, dont presque 5% directement pris par SkyMaviz en guise de commission. On peut dire que la boîte se porte extrêmement bien. Axie Infinity devient l'un des jeux crypto les plus rentables de l'histoire. SkyMaviz, ils sont au sommet. Et c'est quand on est au sommet que la chute est la plus douloureuse. Nous voilà de retour avec Marc. Et j'espère qu'il vous a pas trop manqué. En tout cas, moi, avec sa tête vide de sens, il m'a pas beaucoup manqué. D'ailleurs, un détail qui pourrait être important, c'est que certes, il a pas de visage parce que je suis pas très doué pour modéliser les visages, mais surtout parce que on sait pas qui c'est. On ne connaît pas la véritable identité de Marc. Ça peut très bien être Chung, Alexander ou encore Jeffrey. On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Marc a un poste important chez SkyMaviz et que ce soir-là, il a cliqué sur ce PDF. Un PDF qui, malheureusement pour lui, n'était pas un PDF. En cliquant sur ce programme déguisé en PDF, Marc vient d'installer, sans le vouloir, un virus qui va rapidement prendre le contrôle de son ordinateur. Vous vous en doutez forcément déjà, mais c'était pas une véritable offre d'emploi. Marc est la victime de hackers. Des hackers qui ont l'air d'être très bien informés parce que très rapidement, ils vont réussir à corrompre non pas uniquement l'ordinateur de Marc, mais bien 5 ordinateurs validateurs de la route construite par SkyMaviz. Et ça, c'est parce que ces 5 ordinateurs sont tous sur le même réseau. Ce qui fait que les hackers, en seulement quelques heures, ont pris possession de la majorité des validateurs et peuvent donc faire valider n'importe quelle transaction en toute discrétion. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que quand un joueur rentrait sur la route de SkyMaviz, donc dans le pays de SkyMaviz, il mettait son argent dans la borne d'échange et la borne d'échange la mettait dans un stock pour permettre aux gens de sortir du pays, de reprendre leur argent avec, si jamais ils en ont fait, des bénéfices. Donc il existe quelque part sur la route de SkyMaviz un immense stock d'argent. Eh bien, si je souhaite créer une transaction qui stipule que tout cet argent doit être déplacé dans, au hasard, un portefeuille qui m'appartient, eh bien, rien ne va m'en empêcher, étant donné que j'ai le contrôle sur la majorité des validateurs. Et le meilleur dans tout ça, c'est que comme les validateurs sont d'accord, vu que c'est moi qui les contrôle, eh bien, aucune alarme va être déclenchée. Je vais pouvoir passer les péages sans aucun problème, sans alerter personne. Et pendant 6 jours, c'est exactement ce qui va se passer. Jusqu'au moment où le 29 mars 2022, un joueur essaye d'échanger ses jetons pour récupérer ses gains, et là,
Sky Mavis avait remarqué qu'une certaine somme d'argent manquait et le seul moyen pour eux de limiter la fuite, c'était de couper la sortie principale de leur route en interdisant tout accès à la borne d'échange située à la sortie. Ce qui va empêcher les hackers de siphonner davantage les réserves de Sky Mavis, mais ce qui va aussi empêcher tous les autres joueurs de sortir. Ce qui fait que toutes les personnes qui jouaient à Axie Infinity, toutes les personnes qui dépendaient du jeu pour vivre, toutes les personnes qui avaient emprunté de l'argent pour commencer à en gagner grâce au jeu, ces personnes-là sont bloquées avec une monnaie impossible à échanger. Elles ne peuvent rien faire à part pleurer. En 6 jours, les hackers avaient volé 600 millions de dollars. À partir de là, toute l'économie va s'écrouler. Les joueurs vont perdre la confiance qu'ils avaient en Sky Mavis. Ils vont tenter de vendre leur Axies, mais plus personne ne veut en acheter. Du coup, les prix vont s'effondrer. Les joueurs en bas de l'échelle pyramidale vont à nouveau se retrouver au chômage, pendant que les managers qui, eux, ont investi des fortunes dans les Axies vont voir leur fortune fondre à vue d'œil sans rien pouvoir faire. Les commerces qui avaient pris pour habitude de remplacer la monnaie nationale par la monnaie du jeu sont ruinés. Et des familles entières à qui il ne restait déjà plus grand chose vont voir leur dernier espoir de remonter la pente disparaître en fumée. Yun ang ano namin, panalangin namin sa Panginoon, sana huwag mawala. Kahit paano, pambili namin ng gamot, siyempre, kami matatanda na, puro gamot na lang. Perdre toutes ses économies ainsi que sa source de revenus à cause d'un simple problème de sécurité informatique. C'est déjà catastrophique, mais c'est pas fini. Il y a un élément dont je vous ai pas encore parlé. Et la raison principale, c'est pas parce que je voulais mettre en place une surprise dans la narration de la vidéo. Non, c'est parce que moi-même, j'ai appris son existence que très récemment. Bien après l'écriture de cette vidéo. Et cet élément-là, ce sont les passeurs. Juste après le hack, beaucoup de gens ont voulu vendre tout ce qu'ils possédaient en lien avec Axie Infinity. Leur équipe, leurs jetons, les joueurs voulaient tout vendre avant que les prix s'effondrent encore plus. Et après avoir tout vendu, les joueurs se retrouvaient avec les poches remplies de Wrapped Header. Mais toujours bloqués sur Ronin, étant donné que la borne d'échange à la sortie de la route avait été barricadée. Cependant, il y a certaines plateformes d'échange qui vont venir en aide à Sky Mavis et vont servir de borne d'échange alternative. Et c'est le cas de Binance. Et ils vont pas aider les joueurs d'Axie Infinity par pure bonté de cœur. Non. Vu que Binance est une plateforme d'échange de crypto et que Axie Infinity est un jeu basé sur la crypto, eh bien chaque joueur est un client potentiel. Donc Binance va mettre à disposition ses services pour que dans la grande fuite des joueurs Axie Infinity, un maximum d'entre eux puissent se débarrasser de leur Wrapped Header en quittant Ronin pendant que l'économie s'effondre et avant qu'elle ne touche le sol. Sauf que Binance ne va pas pouvoir payer tout le monde. Elle n'a pas les moyens d'éponger 600 millions de dollars, ou du moins elle n'a pas envie d'éponger 600 millions de dollars. Le flux vers la sortie de Binance, il va être régulé. Ça va prendre du temps. Et si un joueur souhaite sortir de Ronin sans attendre parce que Axie Infinity c'était sa source de revenus principale et qu'il doit payer un loyer ou acheter à manger, bah du coup il peut pas attendre. Et il existe un moyen pour sortir de Ronin sans attendre, les passeurs. Les passeurs, ce sont des gens prêts à vous acheter vos Wrapped Header pour moins cher. Si la borne d'échange de Sky Mavis ne réouvre jamais parce que Sky Mavis n'a pas les fonds pour la réouvrir, les passeurs se retrouvent avec de l'argent sans valeur. Mais si la borne d'échange réouvre, ils vont pouvoir revendre ce qu'ils vous ont acheté et faire une plus-value. Et on pourrait se dire que c'est le jeu. Imaginez, vous êtes sur le Titanic avec 200 € et un mec vient du ciel en vous disant « Je t'achète tes 200 € pour 150 € et je prends ta place ». Si le Titanic arrête de couler, le mec est gagnant. Par contre, s'il continue de couler, il est perdant, mais vous au moins, vous êtes plus sur le bateau. Sauf que la procédure, c'est pas comme un échange sur Dofus où chacun met sa somme en simultané et où tout est plus ou moins sécurisé. Non, si vous voulez qu'un passeur vous sorte du Titanic, vous devez d'abord lui envoyer la somme et ensuite prier pour qu'il vous paye bel et bien ce qu'il avait promis. Des centaines de scammers vont faire croire que ce sont d'honnêtes passeurs et des milliers de gens vont définitivement perdre absolument tout ce qu'ils avaient accumulé sans aucune chance de retrouver le moindre centime. Et quand vous avez un loyer à payer et des enfants à nourrir, ben c'est un cauchemar absolu. Et dans toute cette immense catastrophe, il reste deux questions à élucider. Qui est la personne qui a envoyé à Mark ce faux PDF et où sont passés les 600 millions de dollars volés? Commençons par la première question. Eh bien, pendant longtemps, les principaux accusés ont été les dirigeants de Sky Mavis. Parce que le raisonnement était très simple. Pour réaliser des transactions, il faut l'accord d'une majorité de validateurs. Ceux qui ont le contrôle sur la majorité de validateurs, c'est Sky Mavis. Du coup, ça serait un complot des gérants qui avaient le contrôle sur les validateurs pour partir avec l'argent en faisant passer ça pour un vol. Et dans un monde où le 3/4 des projets NFT sont des immenses scams où en effet les développeurs se barrent avec l'argent de la caisse, eh bien c'est une théorie qui est plus que probable.
Et de toute manière, la communauté, elle a besoin d'un coupable. Certaines personnes ont littéralement tout perdu à cause de cette affaire, du coup, il leur faut un coupable. Et Sky Mavis, eux qui clament leur innocence, tentent de trouver le coupable. Ce qui, a priori, devrait être plutôt simple étant donné que sur l'autoroute Ethereum, toutes les transactions sont traçables. Si on sait d'où l'argent est parti, on est capable de savoir où il a atterri. Donc ça devrait pas être très dur à savoir, à moins que les voleurs en question soient assez malins pour couvrir leurs traces. Permettez-moi de vous présenter notre hacker, qu'on va appeler John. John, il est pas tout seul. Il est accompagné par toute une équipe et il a maintenant 600 millions de dollars de crypto-monnaies dans un portefeuille virtuel. Il doit trouver un moyen de transformer son butin en véritables dollars et pour ça l'endroit le plus accessible ce sont les plateformes d'échange utilisées par le grand public. Binance, Kraken, des plateformes où n'importe qui peut échanger son argent contre de la crypto-monnaie et inversement. Sauf que John ne va pas simplement pouvoir arriver avec 600 millions de dollars en crypto-monnaie. Non, ce serait trop simple. Tous les yeux sont rivés sur son portefeuille. Sky Mavis a les yeux sur le portefeuille, la communauté d'Axie Infinity a les yeux sur le portefeuille, et vu l'étendue du vol qui ont fait l'un des plus grands braquages de l'histoire des NFT, plein d'autres personnes curieuses ont les yeux rivés sur le portefeuille. Donc si John envoie son butin à Binance pour l'échanger contre des dollars, tout le monde va le voir. Et Sky Mavis va avertir Binance en disant « c'est de l'argent volé, bloquez la somme le temps que la police enquête ». Binance bloque la somme et John perd tout son butin. D'ailleurs, Sky Mavis n'est même pas obligé d'appeler Binance pour ça. Vu l'ampleur gigantesque du vol, les plateformes comme Binance ont sûrement déjà blacklisté le portefeuille de John pour éviter de devenir des complices malgré eux. Donc on va dire que la sortie principale, elle est fermée. John et son équipe vont devoir trouver une sortie de secours. Et voici comment ils vont faire. Tout d'abord, John va diviser la somme à travers des centaines de portefeuilles différents. Il divise le butin pour rendre le suivi plus compliqué, mais aussi pour se diriger vers la sortie de secours avec des petites sommes qui passeront plus facilement inaperçues. Et le chemin vers sa sortie de secours passe d'abord par une tornade. Le principe de Tornado Cash, il est très simple. Vous lui donnez une somme d'argent, il la fait passer par des milliers de portefeuilles différents et il vous rend quasiment la même somme d'argent sur les portefeuilles de votre choix. Sauf que cette somme d'argent est composée d'argent qui appartiennent à d'autres utilisateurs. Retrouver un voleur qui déplace de l'argent d'un point A à un point B, c'est terriblement simple. Mais retrouver un voleur qui sépare la somme et qui la déplace ensuite à travers 2000 points différents pour les redistribuer à travers d'autres portefeuilles, c'est inhumain. Et une fois qu'une petite somme sort de Tornado Cash, John la récupère sur un portefeuille tout neuf qui n'est pas blacklisté par les plateformes d'échange et va alors pouvoir continuer à brouiller les pistes en faisant ce qu'on appelle du chain hopping. Il va changer d'autoroute pour transformer son butin en une autre crypto-monnaie. Puis à partir de là, il va rediviser les sommes, refaire des échanges, brouiller encore plus les pistes en repassant par la tornade. Et quand John estime que son portefeuille est réellement intraçable, il se présente devant des plateformes d'échange ou des banques dans des pays où on se pose pas trop de questions sur la provenance de l'argent et il revend son butin morceau par morceau. C'est un plan brillant qui nécessite la coordination de toute l'équipe pour être effectué assez rapidement pour pouvoir s'enfuir avant d'être retrouvé. Mais John il peut pas aller trop vite non plus parce qu'un trop gros volume, même s'il est séparé à travers plusieurs portefeuilles, pourrait attirer les soupçons sur lui. Il doit faire vite, mais pas trop vite. Et bien évidemment, il sait que son temps est compté. Parce que de l'autre côté du globe, il y a un service de renseignement qui est particulièrement rapide et intéressé par cette affaire, le FBI. Pendant presque un mois, le FBI va enquêter sur les différentes méthodes de John et son équipe. Ils vont étudier leurs patterns et leurs modes opératoires qui sont clairement pas ceux d'un hacker isolé ou même d'un groupe de débutants. Et le 14 avril 2022, le FBI affirme avoir identifié les auteurs du braquage. C'est le groupe de hackers, souvent considéré comme le plus sophistiqué, le mieux préparé et le plus entraîné sur Terre. Le groupe Lazarus. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur WannaCry, la plus grande prise d'otages numérique au monde. Eh bien, ce sont ces gens-là, ce sont les mêmes personnes. Et si vous avez vu cette vidéo, vous savez que Lazarus, ils font pas ça pour le fun. Ils n'ont pas détourné 600 millions de dollars pour s'acheter des villas et partir en vacances. Non, parce que John et son équipe, ce sont des Nord-Coréens. Park Jin-hyuk, Kim Il, John Chang-hyuk. Des hackers recherchés par le FBI depuis des années. D'ailleurs, si je vous donne ces trois noms-là, c'est bien parce que ce sont les rares membres du groupe qui ont réussi à être identifiés. La grande majorité du groupe Lazarus est tapie dans l'ombre, protégée par le gouvernement nord-coréen. Et à travers Tornado Cash, ils ont réussi à faire passer 455 millions de dollars en crypto-monnaie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi à sortir 455 millions en cash. On sait par exemple que le FBI a réussi à intercepter 30 millions de dollars qui avaient été déposés chez Binance pour être vendus. Mais comme on ne connaît pas tous les points de sortie des hackers, on ne sait pas combien ils ont réussi à sortir au total et combien sont encore cachés sur des portefeuilles obscurs sur on ne sait pas quelle autoroute de crypto-monnaie.
Ce qu'on peut savoir, c'est que sur le portefeuille initial du vol, il reste encore une centaine d'Ethereum, ce qui correspond actuellement à environ 400 000 $. Une énorme somme d'argent qui pourtant est une infime partie du braquage. Et tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les différents morceaux du butin qui ont bel et bien été convertis en dollars ont servi à financer le gouvernement nord-coréen, probablement le programme nucléaire nord-coréen, et également l'armée nord-coréenne qui est actuellement déployée au front en Europe de l'Est. Il y a des Philippins qui ont mis tout ce qui leur restait comme économie pour jouer à un jeu vidéo, et cet argent a plus que probablement été utilisé pour des opérations militaires qui ont littéralement éteint des vies. On pourrait maintenant se poser la question de est-ce que ça aurait pu finir autrement? Alors oui, ça aurait pu finir autrement dans le sens où Sky Mavis aurait pu à la base avoir des meilleures mesures de sécurité. Parce que n'avoir seulement que 9 validateurs sur sa route, c'est évidemment trop léger. Et avoir une majorité de validateurs sur le même réseau, ça, je suis pas ingénieur informatique, mais ça me paraît tout bonnement stupide. On pourrait aussi se dire que oui, ça aurait pu finir autrement dans le sens où ça aurait pu être un autre hacker. Le butin aurait pu être volé par quelqu'un d'autre et finir ailleurs que dans une dictature. C'est vrai. Mais je veux dire, en dehors du hack, en dehors de Mark qui appuie sur ce PDF, est-ce que Axie Infinity n'était pas voué à l'échec? Quand on voit que 50% des joueurs ne possédaient même pas leur propre équipe et qu'ils se contentaient de jouer 50 heures par semaine comme des zombies pour augmenter à un maximum leurs revenus, on se rend compte que le succès d'Axie Infinity reposait uniquement sur la hype des NFT associés à des gens désespérés. Et aujourd'hui, il existe plein de versions alternatives d'Axie Infinity créées par Sky Mavis pour relancer la hype, mais aucune n'y arrive. Parce que sans la hype et sans la crise, on se rend compte que le modèle même du play to earn sur lequel repose Axie Infinity est complètement défaillant. Et ça, on s'en rend compte quand on observe le modèle économique de jeux qui sont pas des play to earn. Dans Counter-Strike, en jouant, vous pouvez gagner des objets que vous pouvez mettre en vente sur le marché Steam pour alimenter votre portefeuille Steam, ou alors sur des sites tiers pour en retirer du véritable dollar. Alors oui, bien sûr, on ne gagne presque rien. Une caisse ou un skin sur Counter-Strike, quand tu le reçois, c'est pas un skin qui vaut de l'argent. Mais malgré tout, on reçoit quand on joue. Pourtant, Counter-Strike n'est pas un play to earn. Parce qu'on ne joue pas pour recevoir. Personne ne joue à Counter-Strike pour farmer les caisses dans le but de payer son loyer. Et attention, hein, il existe des fermes automatisées pour récupérer un maximum d'objets, mais elles sont automatisées. Personne ne passe réellement son temps à jouer pour recevoir des objets. Les gens jouent à Counter-Strike parce qu'ils aiment jouer au jeu. Et le jeu a toujours une immense base de joueurs 15 ans après sa sortie, parce que pour ces joueurs, c'est un bon jeu. Et c'est ça le problème du play to earn. Tu t'en fous de savoir si c'est un bon jeu. Tout ce qui importe dans un play to earn, c'est combien tu peux gagner. Et dans un modèle économique où tout le monde accumule une ressource dans le but de la vendre, eh bien quand les grosses vagues de nouveaux investisseurs s'estompent, le prix s'écroule et l'économie s'effondre. Le play to earn, c'est un modèle qui est fondamentalement en contradiction avec le principe même de jeux vidéo. C'est un modèle qui tente désespérément de rendre le gain monétaire plus amusant ou alors plus accessible dans un monde où gagner de l'argent pour la grande majorité des gens, c'est stressant et fatigant. Et la gamification des tâches du quotidien, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Ça rend l'effort plus agréable. Dire « je dois faire une quête secondaire », ça sonne mieux que « je dois aller faire les courses ». Avoir un programme sportif avec des récompenses, des niveaux comme dans un jeu vidéo, tout ça, ça aide à nous donner notre dopamine qui va nous sortir de notre quotidien pendant quelques secondes. Apprendre une langue avec Duolingo qui nous donne des petits jetons en récompense, c'est plus amusant que d'ouvrir un livre d'exercice. Mais tous ces exemples-là que je viens de vous donner, ce sont des efforts qu'on tente de transformer en jeu. Sauf qu'Axie Infinity, au final, c'est l'inverse. C'est un jeu qui, de par son modèle, devient un effort. Et c'est ça le réel problème. Il existe des milliers de play to earn qui, eux, n'ont jamais été hackés et qui pourtant se retrouvent au même niveau qu'Axie Infinity. Parce que le play to earn est un modèle qui repose sur l'avidité et le désespoir de ses joueurs. Et rien que pour ça, on se rend compte que Mark n'a pas causé la chute d'Axie Infinity. Il l'a juste accéléré.